Aujourd'hui, dans le Tour de Science, je suis à Bidart, à côté de Biarritz, pour aller à l'Hestia et parler de management de stations hydrogène avec Lionel Vécu et Sylvain Baudouin. Lionel Vécu, donc professeur à l'Hestia. Je suis professeur en génie électrique et également le directeur de la recherche du laboratoire Hestia Recherche. Donc Sylvain Baudouin, ingénieur de recherche à l'Hestia, et je suis aussi à mi-temps dans l'entreprise H2Grem qui a installé la station hydrogène à l'Hestia. L'Hestia, ou École supérieure des technologies industrielles avancées, est une école d'ingénieurs spécialisée dans l'électronique, l'informatique, la robotique et les systèmes embarqués, l'énergie et l'informatique avancée. Elle est affiliée à l'Université de Bordeaux et membre de l'Institut Carnot-Art qui valorise le lien entre recherche et entreprise. Le tout dans le but de concilier la nécessité écologique, le progrès social et efficacité économique. Il y a autour de un peu plus de 1000 étudiants sur le campus. Aujourd'hui, les étudiants sont trilingues, français, espagnol et anglais. On a un système de double diplôme, donc chaque étudiant a un double diplôme à la fin avec des partenaires qui sont en Angleterre ou en Espagne ou ailleurs dans le monde. Hestia est né de la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne pour dynamiser et développer le Pays basque. Dès le début, l'Université de Bordeaux était dans la conception de l'Hestia. Et donc, cette volonté de développer l'école d'ingénieurs a fait qu'il y a eu aussi derrière le laboratoire de recherche en support. Et donc, à l'image de l'Hestia, qui est une école généraliste, le laboratoire, c'est un laboratoire de recherche multidisciplinaire. En effet, l'Hestia Recherche est répartie sur 5 axes: créativité, éco-conception et circularité, procédés de fabrication et modélisation, systèmes technologiques et humains, interaction tangible, gestuelle et réalité augmentée, et intégration des énergies renouvelables. Et pour cette vidéo, on va se concentrer sur ce dernier. Ces travaux sont structurés autour des micro-réseaux en général. Mais c'est quoi un micro-réseau? C'est un réseau électrique en général d'assez petite taille, donc à l'échelle d'un bâtiment, mais ça peut être aussi un petit village, plusieurs bâtiments. Et sa caractéristique principale, c'est qu'il faut déjà 3 choses principales. Il faut des sources d'énergie, donc nous c'est le photovoltaïque. Il faut des stockages d'énergie pour pouvoir être en autonomie, on va en parler après, et des charges, donc les maisons, toutes les charges des bâtiments. Et une autre grande caractéristique du micro-réseau, c'est qu'il peut fonctionner en îlotage, donc il a un système de connexion au réseau principal, donc le réseau EDF, comme tu as dit, donc le réseau national, qui puisse être déconnecté. Donc le principe d'un micro-réseau, c'est qu'il puisse fonctionner en îlotage, donc complètement déconnecté du réseau, et il peut toujours alimenter ses charges grâce à sa production et son stockage d'énergie. Mais vous imaginez bien que par rapport à un réseau à l'échelle nationale, un micro-réseau, ça a d'autres contraintes. Le micro-réseau est en général un réseau faible comparé au réseau principal. Il est sujet à des perturbations plus facilement qu'un réseau comme un réseau Enedis qu'on connaît. C'est pourquoi il est très important d'avoir du stockage dans ce système, et souvent on a besoin de différents moyens de stockage. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un moyen de stockage qui est capable de fournir à la fois une capacité suffisante, autonomie, et une puissance instantanée suffisante en fonction des besoins du système. C'est là qu'intervient l'entreprise H2Grem dont Sylvain fait partie. H2Grem, c'est une petite entreprise basée à Quimper qui a pour but de proposer des solutions pour l'autonomie énergétique du bâtiment et aussi développer la mobilité hydrogène, parce qu'on développe donc des stations de production d'hydrogène qui permettent de soit augmenter l'autonomie d'un bâtiment ou soit distribuer l'hydrogène pour des véhicules. Sans trop rentrer dans les détails, l'hydrogène est obtenu par électrolyse de l'eau. C'est un procédé qui consiste à envoyer un courant électrique dans de l'eau, des molécules de H2O, pour casser ces molécules et obtenir d'une part de l'hydrogène et d'autre part de l'oxygène. A l'inverse, une fois qu'on a l'hydrogène, on peut le recombiner avec de l'oxygène pour créer de l'électricité. Et du coup, on a à nouveau de l'eau. J'ai même pu tester un vélo qui fonctionne à l'hydrogène, mais promis, on en parle à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on reste sur le micro-réseau de l'Hestia. On a les batteries pour une réponse à plus court terme et un stockage à plus long terme qui s'appuie sur l'hydrogène. Et donc les deux sont complémentaires. On l'a dimensionné pour qu'il puisse absorber 80% de l'énergie produite sur l'année, avec un taux de couverture de 30%, c'est-à-dire qu'il est capable d'assurer par lui-même
30% de la consommation totale du bâtiment. Et c'est parti pour une petite cartographie du micro-réseau de l'Hestia. D'abord, on a le bâtiment comprenant les besoins pour le chauffage, la lumière, les ordinateurs, les équipements et la recharge des voitures électriques. Celui-ci est évidemment relié au réseau électrique, mais peut être déconnecté pour fonctionner en autonomie. Sur le toit et le parking, il y a des panneaux solaires qui alimentent le bâtiment. Lorsque l'électricité produite par les panneaux est supérieure aux besoins du bâtiment, elle est stockée dans des batteries lithium qui peuvent se charger et se décharger tout au long de la journée en fonction du besoin. Lorsque ces batteries en lithium sont déjà pleines, l'électricité est transformée par électrolyse en hydrogène qui pourra être stocké, envoyé dans des véhicules hydrogène ou reconverti en électricité plus tard. Donc ça, c'est les principaux éléments du micro-réseau, mais on a aussi l'élément central, on va dire, c'est un EMS. C'est là qu'on va développer plusieurs travaux de recherche. C'est un système de gestion intelligente qui va dire quand est-ce qu'on va démarrer la production d'hydrogène, quand est-ce qu'on va stocker de l'énergie électrique. Aussi, on a quelques charges programmables comme des bornes de voitures électriques qui vont pouvoir être régulées en puissance. Donc là aussi, quelle stratégie on va mettre en place. Quand on a développé tout au début le premier EMS, l'Energy Management System, on a dû définir quels critères on voulait, pour quelle performance, est-ce que c'est la durée de vie, etc. Et on a fait le choix dans l'entreprise d'avoir vraiment priorisé la durée de vie de nos systèmes, parce que comme on voulait un système le plus écologique pour avoir l'autonomie du bâtiment, on a fait plusieurs ACV, etc., analyse de cycle de vie, et vraiment ce qui priorise, c'est d'avoir des systèmes installés qui durent le plus de temps possible. Même si ça va peut-être un petit peu être moins performant, c'est-à-dire le mieux si on veut avoir un système performant, donc avoir une maximum d'autonomie, ça serait vraiment que l'électrolyse elle suive au maximum le soleil par exemple, donc avoir des démarrages par exemple, démarrage-arrêt, dès qu'il y a un nuage on l'arrête, etc. Ce qui va affecter par contre sa durée de vie. Donc nous, on va faire forcément un compromis, mais en priorisant un peu la durée de vie, c'est-à-dire si on démarre dans notre choix de EMS, si on va démarrer l'électrolyse, c'est pour une certaine durée, c'est maximum, on a défini par exemple minimum 6 heures, on a défini ce genre de critères, mais pas que sur le fonctionnement, aussi sur la puissance, on va pouvoir l'augmenter ou la diminuer, ça va affecter un peu sa durée de vie. Pareil, il faut le démarrer tous les 3 mois, c'est bien d'avoir certains cycles, même pendant l'hiver où normalement on va pas beaucoup produire d'hydrogène, comme on a dit, on le produit maximum, surtout l'été. Nous on a fait le choix pour augmenter la performance de l'électrolyseur et donc sa durée de vie, d'avoir des cycles même l'hiver, même si ça va diminuer un petit peu l'autonomie globale du bâtiment, mais d'un point de vue durée de vie et du coup cycle de vie global du système, ça sera bien meilleur de faire ce genre de système. Donc voilà, c'est souvent un compromis durée de vie, performance qu'on a dû faire. Ça c'est valable pour le système hydrogène, mais c'est valable aussi pour les autres composants du système. C'est pareil quand on parle de stockage. Donc il faut respecter certaines limites pour s'assurer que le système fonctionne correctement et qu'on préserve aussi la durée de vie des composants. Vous l'aurez compris, le système de gestion de l'EMS et du coup du réseau de manière générale est une grosse question. Et qui dit question dit recherche. On a essayé de comparer et tester différents systèmes de gestion pour voir quel est le mieux adapté et dans quel contexte. En particulier le MPC, donc le Model Predictive Control, face au Reinforcement Learning ou renforcement par apprentissage. Il y a des méthodes de gestion qui s'appuient sur la connaissance des modèles du système. C'est le cas de l'MPC. Donc, on s'appuie sur un modèle bien précis du système et ça nous permet d'anticiper, de prévoir le fonctionnement du système. Dans le cas de Reinforcement Learning, le système est complexe, très complexe, fortement non linéaire et on ne connaît pas son fonctionnement. Et donc dans ce contexte, en s'appuyant sur un maximum de données, on peut apprendre le fonctionnement du système, proposer des consignes pour qu'il puisse fonctionner et les améliorer au fur et à mesure, donc en apprenant. C'est un peu la différence entre une voiture autonome qui va ajuster sa vitesse et sa trajectoire par rapport à des prédictions basées sur des modèles, face à une autre voiture autonome, elle, qui va ajuster sa stratégie par rapport à des expériences passées. Donc l'hydrogène, c'est complémentaire aux batteries classiques, comme on a dit.
L'avantage de l'hydrogène, ça va être déjà son autodécharge quasiment nul. C'est-à-dire, une fois qu'on a stocké de l'hydrogène, que les bouteilles sont bien fermées, l'hydrogène, on va dire le taux de charge du stockage d'hydrogène, il va pas bouger. Contrairement aux batteries qui ont, eux, une certaine autodécharge. Donc même si on éteint toutes les batteries, elles ont des petites charges de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir une autodécharge et on va pas pouvoir stocker l'énergie sur plusieurs mois, c'est-à-dire qu'elle va diminuer le stockage tout seul. Donc ça, c'est un premier avantage. Un autre avantage sur ce qu'on a vu, c'est sur la mobilité. Tout à l'heure, quand on a rechargé le vélo. En effet, j'ai eu la chance d'essayer un vélo qui fonctionne à l'hydrogène. Alors au-delà que ça fonctionne comme un vélo à assistance électrique classique, ce qui m'a surtout impressionné, c'est le temps de recharge. Alors que Sylvain était en train de m'expliquer 2-3 choses sur la station, eh bien le vélo était en train de recharger. J'ai même pas pu filmer en fait la jauge remontée parce que je pensais pas que ça prendrait si peu de temps. Moins d'1 minute. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme l'électricité pour plusieurs choses. Donc là, on peut l'utiliser pour le stockage d'un bâtiment, mais aussi pour distribuer pour de la mobilité. Et on a vu la recharge d'un véhicule se fait en quelques secondes ou quelques minutes, un véhicule hydrogène. Donc là, pour un vélo, c'est 1 minute, le recharge plein d'un vélo, alors qu'un vélo électrique, pour la même autonomie, on va mettre plusieurs heures, je crois 6 heures pour un vélo électrique. Donc là, c'est un gros avantage, c'est le temps de recharge, on va dire, du véhicule. Et je confirme que c'est bien plus rapide que le rechargement qui est nécessaire pour recharger la batterie de Val. Ouais, désolé. Hein. On a fait une analyse de cycle de vie complète de notre système par un cabinet extérieur. Ça prend en compte la production des batteries, le recyclage, l'utilisation, etc. Et en fait, ils ont donc l'analyse complète, c'est-à-dire de notre système énergétique qui comprend et la station hydrogène et notre stockage d'énergie batterie. De tous les mauvais impacts, on va dire, environnementaux, c'est-à-dire les impacts carbone, mais pas que, la pollution de l'eau, etc. C'est les batteries lithium qui étaient, je crois, 75% responsables de l'impact global de notre système, alors qu'on a un petit stockage batterie comparé à un gros stockage hydrogène. C'est qu'on utilise beaucoup moins de métaux polluants, et donc un meilleur impact environnemental. Ainsi, idéalement, il faudrait s'affranchir des batteries lithium. Mais comme déjà expliqué, les batteries électriques sont complémentaires au stockage de l'hydrogène. C'est pour ça qu'ils étudient un autre type de batterie, les batteries sodium. Même si c'est des batteries assez nouvelles, donc c'est assez difficile d'avoir un impact assez clair sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie, et on n'a pas encore beaucoup de données. Mais le but, ça sera d'avoir un meilleur impact global. Que les voitures électriques des employés de l'ESTEA sont vues aussi comme un moyen de stockage par le bâtiment. C'est-à-dire que l'on peut d'une part moduler la recharge des voitures électriques. Par exemple, pas besoin de recharger pleine balle à 8h du mat alors qu'on sait qu'il y aura une forte production d'électricité autour de midi. Et d'autre part, considérer ces batteries de voitures électriques comme des batteries tampons dans le micro-réseau. Donc là, pour ça, il faut des chargeurs bidirectionnels qui n'existaient pas au moment sur le marché, qui n'existait pas, donc on n'a pas pu installer ça, mais on a par contre fait des travaux de recherche qui montraient que c'était hyper avantageux, même si ça dégradait un petit peu la durée de vie des batteries de véhicules, comme on doit les faire fonctionner aussi, mais globalement, c'était hyper intéressant pour le bâtiment de pouvoir utiliser ce stockage. Ça peut être intéressant s'il y a une taille suffisante. Donc il faut aussi un modèle économique derrière qui soutient cette direction. Vous l'aurez compris, l'hydrogène ouvre de nombreuses possibilités. Ce n'est pas pour autant qu'il est la solution unique et parfaite pour le futur, mais plutôt une technologie à mettre en association avec les batteries électriques pour profiter des avantages de chacun. Donc si on veut intégrer beaucoup d'énergie renouvelable, comme le photovoltaïque, il faut beaucoup de moyens de stockage. Okay, donc c'est-à-dire que globalement, ce qu'on a vu en Espagne, c'était un peu la cause. Donc, en Espagne l'année dernière, où il y a eu une énorme production d'énergie renouvelable, une régulation et peut-être un stockage pas assez suffisant. C'est-à-dire que une des solutions, ça serait d'avoir des stockages long terme comme le stockage hydrogène pour pouvoir absorber ce surplus d'énergie renouvelable qu'on a pendant l'été. Et donc là, même si le rendement, on va dire, il est pas terrible, c'est dans tous les cas une énergie qu'on a en trop pendant l'été. Si on a beaucoup d'énergie renouvelable, beaucoup de photovoltaïque, globalement,
même si c'est à l'échelle d'un micro-réseau de bâtiment, on va beaucoup trop produire pendant l'été que consommer. Donc cette énergie, si vous voulez, même on est obligé, nous, si on a un contrat zéro revente, c'est-à-dire que nous, on est normalement obligé de brider la production photovoltaïque, ce qui peut arriver aussi globalement au niveau national. Des fois, le RTE, ils vont décider qu'on a trop de production éolien ou photovoltaïque, ils seront obligés de brider la production d'énergie renouvelable parce qu'on n'arrive pas à la consommer localement. Oui. Donc, donc là, même si, c'est exactement. Donc là, même si on a un système de stockage qui a un rendement pas terrible, c'est toujours mieux. Dans tous les cas, c'est une énergie qu'on va perdre, cette énergie qu'on va... Donc en fait, même, on va passer, si vous voulez, d'un rendement de 0% à 30%, même s'il est à 30%, c'est dans tous les cas une énergie fatale, une énergie qu'on n'aurait pas. C'est un avantage qu'on n'a pas trop mentionné, mais au même titre que les centrales nucléaires ou les barrages, l'hydrogène est une ressource qui est modulable, c'est-à-dire qu'on peut produire de l'électricité suivant les besoins en électricité, mais aussi la production du côté des énergies renouvelables comme l'éolien ou les panneaux solaires qui sont eux dépendants de la météo. Je me rends compte aussi qu'on n'a pas encore trop parlé de rendement. Ouais, le rendement d'un stockage d'hydrogène, il est globalement le rendement électrique, donc il va être autour de 30%, donc inférieur à 50%. Mais par contre, donc 30% électrique, et par contre on a quasiment 60% de chaleur en puissance, en énergie plutôt. Et du coup, en fait, on a une grosse énergie thermique qui peut être exploitée, c'est-à-dire qu'on pourrait récupérer la chaleur en sortie de la pile à combustible. Nous, on le teste, on le teste dans H2Grem, c'est-à-dire on va récupérer la sortie de la pile à combustible, la chaleur de la pile à combustible pour alimenter les pompes à chaleur. C'est-à-dire que ça va augmenter le rendement des pompes à chaleur et ils vont avoir, si vous voulez, un air déjà préchauffé et donc avoir une consommation électrique des pompes à chaleur diminuée. Et donc ça va augmenter l'autonomie énergétique du bâtiment. Donc on va exploiter aussi et donc on va augmenter le rendement global de la station hydrogène. Bref, le but, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, pas mal comme conclusion. Hein. Merci beaucoup à Barbara, Erika, Octaviane, Lionel et Sylvain, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à parler du Tour de Science autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour soutenir le projet. On se retrouve la prochaine fois à Bordeaux pour parler d'énergie, mais sur un axe très différent. Et sur ce, moi, je continue à pédaler et je vous dis à très bientôt. Pour moi, la science, c'est le monde de demain. Et donc, si on a cette curiosité de comprendre le monde de demain, il faut passer par le monde de la recherche. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir contribuer à ce tour et donner un peu plus d'accès à ce monde de la recherche qui est parfois vu comme inaccessible. Et donc j'imagine qu'avec ce tour, ça serait un peu plus visible ce qu'on fait nous au niveau de laboratoire et donc peut-être attirer plus d'étudiants vers le monde de la recherche.